Selon vous, quel est le chapitre le plus important de Jujutsu Kaisen? Ah oui, je préviens pour les malheureux qui ont cliqué sur cette vidéo, il va y avoir beaucoup de spoils. Vous êtes prévenus. Certains pourraient penser tout simplement au premier chapitre. Itadori qui avale le doigt de Sukuna et donc qui débute son aventure dans le monde occulte. Mais d'autres penseraient aux chapitres 90 et 136, qui respectivement ouvriront et clôtureront l'incident Shibuya. Personnellement, moi j'ai plutôt une préférence pour le 212. Mais on le sait, il en existe un autre, qui aura fait l'exploit de marquer tout autant son univers que l'entièreté de sa fanbase. Donc si je vous dis chapitre 236, normalement cela devrait déclencher chez beaucoup d'entre vous un effet de flashback du Vietnam. Après s'être laissé sur l'un des plus grands combats de ces dernières années, la seule chose qui nous prendra lors de la découverte de la première page sera d'abord de l'incompréhension, puis une terrible vision d'horreur. Gojo Satoru est mort. S'enchaînera par la suite de vaines tentatives pour le venger de son meurtrier. Pourtant, malgré tous les assauts, ce dernier continue de se tenir là. Pire, il semble même s'amuser, et même ayant désormais le luxe de retenir l'immense puissance tapie en lui. Exorcist comme spectateur commencèrent donc à penser la même chose. Désormais, comment vaincre un être aussi puissant? Comment mettre fin au manga Sukuna Kaisen? Une chose est sûre, Jujutsu Kaisen fait encore bien parler de lui. Mais depuis quelque temps, la communauté semble s'être de nouveau séparée concernant l'état actuel de son manga. Mais pour mieux comprendre tout ça, je pense qu'il faut d'abord se replonger dans le fameux chapitre qui a un peu initié tout ça. Malgré les blessures mentales qui en résulteront, le chapitre 236 est probablement l'un des plus marquants et prenants de Jujutsu Kaisen, avec une mise en scène quasiment prédite par le précédent adversaire trop arrogant qui avait affronté les deux plus forts. À sa sortie, elle aura fait un choc. Alors qu'au chapitre précédent, la dernière page déclarait la victoire de Satoru Gojo, elle sera suivie par une autre qui nous le montrera en train de revoir tous ses camarades morts au combat, où on finira par laisser ce dernier laisser derrière lui ses regrets et passer le flambeau à la nouvelle génération. Et c'est là qu'on commençait à comprendre. Mais celui qui viendra vraiment nous ramener à la réalité, ce sera son bourreau, qui viendra honorer la mort de l'exorciste le plus fort de son temps. D'une bien meilleure manière que la plupart des fans. Parce que oui, c'est marrant 5 minutes les théories, mais c'est juste la première étape du deuil. Le déni. Bref, en vrai, cette incompréhension générale où certains ont été jusqu'à faire des théories insensées, ça s'explique totalement. Avec ce chapitre, on a l'étrange impression qu'il nous manque quelque chose. Comment le coup fatal a-t-il pu être porté alors que Gojo semblait dominer? Tout cela n'avait aucun sens. Pourtant, au vu de l'individu qu'est l'auteur, ce n'est pas si étonnant. Ce procédé, il l'a déjà effectué de la même manière face à un adversaire commun à Gojo et Sukuna, où les deux semblaient se trouver au point final de leur affrontement, puis plus rien. La victime reverra ses défunts amis pour revenir sur le roi des fléaux, qui nous révélera ensuite la dépouille sans vie de son adversaire. Et ça, ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. C'est donc un chapitre qui s'inscrira dans quelque chose de bien plus grand. Mais c'est aussi le moment qui marquera le début de la fin. Le porte-étendard de Jujutsu Kaisen est parti. Ce sera d'ailleurs le début des premières critiques récurrentes autour de l'œuvre, qui viendront prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des chapitres. C'est faux. Ça c'est ce que j'aurais dit si l'avis de la majorité se trouvait sur Twitter. Puisque quand on compare avec la plus large communauté qui aura donné son ressenti, c'est plus du 50-50, si ce n'est plus. Avec une partie qui n'aime pas seulement l'état actuel de Jujutsu Kaisen seulement parce que leur personnage favori n'est plus là. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a rien à en dire? Clairement non. Je pense que cela reste très intéressant de revoir cette vingtaine de chapitres qui a suivi cet événement. Et surtout pour s'attarder sur les points clés qui auront fait le bonheur des uns mais aussi le malheur des autres. Oui, on est encore à l'introduction de cette vidéo. Chronologiquement, le premier événement suivant le premier combat de la longue bataille de Shinjuku sera l'entrée en scène du dieu de la foudre. Le plus fort d'un autre temps, oui, encore un, Hajime Kashimo. Ce dernier vient de l'ère Edo, et s'était réincarné dans le présent dans l'espoir de retrouver un jour un adversaire qui le poussera à tout donner. Personnage qui nous aura offert d'ailleurs l'un des meilleurs combats de la traque mortelle. Lors du passage de son contrat, l'adversaire qui lui sera promis ne sera autre que Ryomen Sukuna, l'exorciste le plus fort de l'histoire qui aura encore une fois prouvé
qu'il n'a pas usurpé sa réputation. L'heure était donc à un autre plus fort de le faire remettre son titre en jeu. Donc on est reparti pour la bagarre avec une entrée en parallèle d'Urome et d'Akari et ses magnifiques Jordanune qui, on espère, ne les perdra pas en plein combat. Mais avant de révéler ses cartes, Kashimo rappellera qu'il n'est pas un simple fanat de bataille. S'il aura traversé les âges, c'est avant tout en quête de réponses concernant la solitude qui le ronge depuis tout ce temps. C'est là qu'on peut voir que cette thématique se suit parfaitement avec le précédent combat. On a le droit à 3 représentations du plus fort de son temps. Le premier cherchera à élever ceux qui pourront l'égaler. Quant au second, ce sera plus de trouver quelqu'un qui le poussera enfin dans ses retranchements. Mais quand on parle du troisième, lui vient se placer bien au-dessus. Car selon lui, l'attitude des autres découle plus de leur envie de fuir la solitude qui s'accompagne lorsqu'on est au sommet, ce qui revient donc aussi de fuir ces fameuses hauteurs. Sukuna n'est donc pas comme eux, au travers d'une réflexion simple qui permet directement de le situer comme le réel plus fort car capable d'en assumer réellement le rôle. Et c'est ce qu'il démontrera en offrant à Kashimo ce qu'il recherchait depuis tout ce temps, une mort qui ne sera pas due à la vieillesse ou à la maladie. Un mode de pensée qui colle d'ailleurs totalement à l'époque Edo dont laquelle il provient, qui est terre de naissance de l'esprit Bushido typique des Japonais. Ici, rien ne vaut que de mourir dans l'honneur. Ce qui donnera une fin expéditive comme Kashimo en aura tant rêvé. Donc oui, il aura eu peu de temps d'écran pour beaucoup, mais le contraire aurait rendu la puissance de Sukuna moins écrasante en plus de rallonger inutilement une fin prévisible. Et puis... dessine. Et puis il ne faut pas oublier que le personnage principal ce n'est pas Gojo, Sukuna ou Kashimo. C'est bel et bien Itadori Yuji qui fera son entrée en scène. Ah bah non, désolé, on va plutôt voir ce qu'il se passe du côté de Kenjaku. Kenny, c'est un des personnages que j'apprécie le plus de Jujutsu Kaisen, et son aura de mastermind joue beaucoup dans mon appréciation. Ici, il sera là pour nous rappeler que l'arc s'appelle la traque mortelle, éliminant chaque participant de la manière la plus impitoyable qu'il soit, mais sans oublier son attitude désinvolte habituelle. Mais le comique de service dans cette histoire, ce n'est pas lui, car l'immense Takaba fera son entrée. S'en suivra un affrontement qui sera, comment dire, unique. Personnellement, ce combat c'est une bouffée d'air frais dans une période où l'on ne pouvait s'empêcher de retenir son souffle. Mais il ne faudra pas en abuser, car le protagoniste le plus maussade d'Akutami viendra rappeler qu'ici on est là pour s'affronter sans la moindre forme de pitié. C'est donc là qu'on aura supposé la fin du cerveau derrière tous ces événements, une mort qui aura probablement déçu pas mal de monde. Mais ma question sur celle-ci, c'est quand est-ce qu'on considère qu'un personnage est réellement mort ? Surtout que là on parle d'un personnage qui aura vécu bien trop longtemps et dont le rapport à la réalité semble bien différer du nôtre. Lui-même l'a dit, sa volonté sera héritée. Qu'importe son état, son rôle aura été accompli et continuera d'influencer le monde. Donc dans l'état actuel des choses, il n'aurait rien pu faire de plus en étant encore en vie. Surtout qu'il ne faut pas oublier ce qu'il aura fait remarquer à Tengen. Elle qui aura seulement cherché à survivre au lieu de vivre n'aura pu expérimenter la vie comme il l'a fait. Donc ce serait très incohérent de voir Kenjaku supplier pour sa vie alors qu'il estime avoir vécu pleinement jusqu'à ses derniers instants. C'est d'ailleurs aussi un traitement qui semble compléter l'opposition qu'il semblait avoir avec Yuki Tsukumo, où elle aussi aura préféré se sacrifier au profit de la pérennisation de ses travaux. Même si c'est un peu décevant, je trouve que c'est une mort qui fait totalement sens. Bon, je pense que c'est le bon moment pour enfin revenir sur notre personnage principal, qui venait d'engager son affrontement final avec Sukuna, l'origine de tous ces maux. Quelles peuvent bien être les nouvelles capacités qu'Itadori a pu acquérir pendant ce mois d'entraînement? Eh bien, on va enfin le savoir. Ah non, il restera en retrait pour permettre à Hiromi Iguruma de briller. C'est gentil de sa part. En vrai, Iguruma, c'est pour moi l'une des meilleures surprises de la traque mortelle. Outre sa première apparition qui aura été incroyablement mise en scène, il aura été un personnage qui aura su rendre encore plus floue la notion de bien et de mal dans Jujutsu Kaisen. Là où on aurait pu se raccrocher à des règles bien définies comme le système pénal japonais, il sera là pour en démontrer les limites. Au travers de son pouvoir ayant pu condamner à mort notre cher Yuji qui était pourtant innocent à nos yeux, mais qui n'est même pas sûr de pouvoir prononcer une sentence similaire sur un individu qui a tellement de crimes retenus contre lui. Ce qui, entre nous, renforce encore plus l'image que ce manga ne semble pas avoir de justice. D'ailleurs, ça me tente de parler un peu plus en profondeur d'Iguruma. Ça pourrait même être un sujet très intéressant. Et justement, en parlant d'injustice, ce dernier en sera aussi victime. Car la confiscation de Judgment se limitera seulement au Kamutoke, l'objet maudit qui était aux mains de Sukuna. Ce qui certes évite de se prendre des attaques qui, à moins d'être Gojo ou Kashimo, auraient fait très mal, mais qui ne change pas grand chose à la situation
situation. Le roi des fléaux les surclasse toujours, malgré l'usage de l'épée du bourreau qui est pourtant capable de pouvoir l'abattre au moindre contact. Pourtant, on n'aura pas pu s'empêcher d'être pris de fascination pour Higuruma, qui malgré les difficultés auxquelles il fera face, prouvera que son talent égale Satoru Gojo lui-même, au point même de subjuguer Ryomen Sukuna. Alors qu'en contrepartie, le roi des fléaux n'aura de cesse de décrire l'inutilité de son ancien hôte. Pourtant, à la fin, c'est bien lui qui finira par être le seul encore debout jusqu'à l'arrivée de Yuta et les autres. Donc, après l'échec du plan A et du plan B, oui, on va pas compter Kashimo, il est donc temps de passer au plan C, qui visiblement aura été celui le plus proche d'arriver à terme. Il faut dire que le travail d'équipe des deux protagonistes ainsi que de la Reine des Fléaux aura quand même réussi à mettre Sukuna dans les cordes, permettant d'avancer à l'objectif principal, qui est, je le rappelle, le sauvetage de Megumi. Oui, il faut quand même rappeler que depuis le début, le but n'a jamais été de simplement se débarrasser de Sukuna. Faut voir ça comme un handicap, qu'il ne faut vraiment pas négliger dans notre manière d'appréhender tous ces combats. Même si chacun visera à mettre ses coups les plus puissants, il faudra garder à l'esprit que malgré cette apparence, c'est bien leur camarade qui est en face d'eux. Et celui qui viendra nous le rappeler, ouvrant de nouveau la bouche après un silence de quelques chapitres, eh bien c'est Itadori, ayant désormais l'occasion de mettre à profit ses nouveaux pouvoirs afin d'atteindre l'âme même de Megumi. Sauf qu'en revoyant notre petit suicidaire, eh bien il est toujours fidèle à lui-même, car c'est sans la moindre volonté de vivre que ce dernier sera retrouvé, ce qui le rend donc incapable de reprendre le dessus sur son colocataire. Pour le coup, Sukuna aura bien fait son travail, il n'aura peut-être plus à revivre le fait de se voir de nouveau bridé par son hôte. Et si vous pensez que c'est le moment pour désespérer, il est déjà bien trop tard, car ce sera une ouverture pour le roi des fléaux, envoyant Yuta hors combat d'une simple découpe universelle. Mais heureusement, les exorcistes avaient encore un plan D, comme détruit tout. Et oui, Maki fera son entrée d'une manière qui nous fera revenir bien 10 ans en arrière. Ses camarades hors course, elle devra affronter Sukuna seule. On aura donc celui qui possède le corps d'exorciste le plus puissant contre celle qui possède le plus fort des corps de non-exorcistes, la chair contre les os. Qui aura l'avantage dans cette confrontation? Eh bien, l'espace-temps lui-même viendra nous donner la réponse, en se déformant sous le coup du rayon noir de Sukuna. Même si ce n'est pas étonnant, le rayon noir a donc déjà posé sa bénédiction sur le roi des fléaux. C'est là qu'on commencera à avoir le plus de plaintes concernant l'avancée actuelle des combats, où beaucoup auront l'impression que tout cela semble inutile. À chaque nouvel adversaire de Sukuna, on sait qu'il finira par suivre le même schéma. D'abord, il sera encensé au point que même le roi lui-même reconnaîtra les talents de son opposant, sauf pour Itadori, il faut quand même pas trop abuser, pour ensuite rappeler que l'exorciste le plus fort de l'histoire, c'est toujours Ryomen Sukuna. Ce cycle prendra même un petit air comique lorsqu'on se rendra compte que le seul encore debout, prêt à combattre, sera Kusakabe. Mais si, vous savez, c'est celui qui a fait le mort à Shibuya. Pourtant, malgré tout, il nous offrira une prestation plutôt honorable, même si sa fin gardera un ton plutôt léger. Et ce personnage, je l'aime bien moi. J'espère juste qu'à un moment aussi critique, il n'en a pas profité pour encore faire le mort. Bien sûr, la spirale n'est pas encore finie, vu qu'un nouveau challenger apparaîtra. C'est le retour de Miguel, celui qui aura osé se tenir face à Satoru là où plusieurs puissants fléaux de classe S auront préféré fuir. D'ailleurs, selon moi, ce n'est ni un adversaire à sous-estimer, ni une intervention incohérente, vu que Miguel reste déjà un allié de Yuta et Gojo depuis bien plus longtemps que Itadori lui-même. Donc en sachant que tous les exorcistes utiles sont bons à prendre, son apparition ne me surprend pas vraiment, même si on sait très bien comment cela va finir, sachant qu'au moment où j'enregistre, le chapitre 255 n'est pas encore sorti. Mais là pour le coup, je suis plutôt sûr du résultat. Parce que oui, on va enfin s'attaquer au cœur du sujet, même si on l'a déjà un peu mentionné tout au long de cette vidéo, vu que c'est l'origine de tout le mécontentement de la communauté, enfin une partie. Je parle du bourreau de tous les exorcistes qui auront eu l'audace de s'opposer à lui. L'ange déchu, le roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Son omniprésence depuis le chapitre 212 commence à être de plus en plus pesant. Au fil de ses victoires, on commence à comprendre de plus en plus le fossé qui le sépare du reste du monde. Même celui que le peuple aura soutenu jusqu'au bout l'aura à peine poussé dans ses retranchements. C'est dire que depuis le chapitre 236, il aurait déjà fallu se rendre compte que la situation était déjà très critique, car à ce moment-là, les meilleures cartes auront déjà été détruites. Il est donc tout normal par la suite que même les plus habiles des plans, les sorts les plus élaborés ou même les courants traîtres
n'auront pas raison de lui. Actuellement, il semble totalement dominer son manga, à croire que c'est le protagoniste. Sauf que je suis désolé de l'apprendre à ceux qui débarquent, cette information n'est pas nouvelle. Dès le début du manga, cela aura été dit. La dernière fois que des exorcistes s'étaient alliés contre lui, le résultat était pas forcément fameux. Donc oui, actuellement, on est juste en train de revivre l'ère Heian, un peu comme Kenjaku l'avait dit à la fin de Shibuya. Lui qui avait prévu de ressusciter l'âge d'or de l'exorcisme, c'est effectivement ce qu'il vient de faire. En plus, en mourant, il aura remis Sukuna aux commandes. Donc actuellement, ce que vous spectateurs demandez à nos protagonistes n'est pas simplement de tuer un homme, un fléau ou une catastrophe naturelle. Ce que vous leur demandez, c'est d'essayer de mettre fin à l'incarnation de l'âge le plus sombre de l'humanité. Enfin, c'est ce que j'aurais pu dire si on était encore effectivement à l'ère Heian. On sait que Sukuna a déjà fait face à cette situation, et il aura dominé l'entièreté de ses adversaires, pour à la fin finir par être limite vénéré comme une divinité, ou simplement considéré comme une bête sauvage sanguinaire dont il ne faudrait pas s'approcher. Et ça, c'est quelque chose dont nos exorcistes du présent sont bel et bien conscients. C'est même pour cela qu'ils ont rassemblé le maximum de personnes assez folles pour essayer de réussir ce que leurs ancêtres n'auront su faire, qui sont d'ailleurs encore parmi nous. Vu qu'on aura l'ange qui sera bien présent pour partager toutes les informations qui auront pu venir à bout de l'ange déchu. Et bien que Kusakabe l'aura fait remarquer, en ayant réussi la partie du plan qui visait à se débarrasser de Kenjaku, Sukuna aurait dû retrouver son statut d'antan, celui d'une bête sauvage vouée à dominer son pays. Sauf qu'aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui diffère de ce qu'il s'est passé il y a 1000 ans. Et cette différence, c'est bien Sukuna. Ce dernier n'a toujours vécu que pour combler sa faim jusqu'à sa mort. Il n'a jamais réellement possédé cet esprit typiquement japonais d'être prêt à mettre sa vie en jeu au service de quelque chose de plus grand. C'est même toujours ainsi qu'il a fonctionné, se hissant au sommet uniquement dans le but de s'emparer de ses désirs, tout simplement par pur égoïsme. Donc rencontrer des personnes prêtes à mourir en martyr n'est pas quelque chose de nouveau non plus, sauf que désormais, après avoir tué tous les nouveaux jouets qui se présentaient à lui, cela lui laissera une étrange impression, voire même un infime changement de sa vision des choses. Car avant, il ne pouvait concevoir les idéaux des autres, qui n'étaient pour lui que des synonymes de mort. Mais depuis sa récente coexistence avec une âme aussi indomptable que la sienne, malgré l'immense fossé de force qui les séparait, cela lui aura permis d'entrevoir une très désagréable possibilité qu'on puisse l'égaler par d'autres moyens que la puissance brute. Une impression que malgré son écrasante puissance qu'il semble démontrer encore et encore, il sera pourtant celui qui finira avec un lourd sentiment de défaite, contrairement à chacun de ses adversaires qui seront partis l'âme apaisée. Donc non, Sukuna n'est pas en train de gagner, bien au contraire. Bien qu'il ne meure pas, c'est ses convictions qui ne font que s'éteindre petit à petit. Là où il avait réfuté la nécessité de combler sa propre solitude, il lui commencera à émerger un sentiment nouveau, celui de vouloir trouver un combat qui satisfera correctement ses désirs, voire même remettre en question sa propre place. Donc oui, ce cycle qui semble infini pour certains est tout simplement la lente défaite idéologique de Sukuna. Selon moi, Akutami semble très bien savoir où il va, et personnellement je lui fais totalement confiance. Des impressions de longueur ou de redondance peuvent être certes relevées, mais on l'aura démontré et elles sont légitimes. C'est juste qu'elles sont amplifiées par le rythme de parution hebdomadaire. Mais dans ce genre de situation, le problème ne revient pas vraiment à l'auteur qui a mal rythmé son manga, mais plutôt à notre style de consommation. Il faut se dire qu'on a la sortie de moins de 20 pages toutes les 1 à 2 semaines qu'on va même pas apprécier plus de 5 minutes, avec même certains cas où l'on prendra même pas le temps de lire la traduction. Donc je pense qu'il faut prendre une certaine forme de recul, surtout pour une certaine part de la communauté. Même si actuellement, beaucoup d'entre nous, dont moi-même, sommes très satisfaits du travail de Gege Akutami. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien j'aurai qu'un seul conseil pour vous, désinstallez Twitter. Il faut se dire qu'actuellement c'est la phase finale de Jujutsu Kaisen. Donc ici l'important c'est de profiter du dénouement de l'œuvre qui nous aura happé durant toutes ces dernières années. Car maintenant tous les pions semblent se mettre en place. Mais pourtant tout semble incertain. Le désespoir que certains lecteurs semblent avoir pour l'arc n'est même pas un centième de celui que peut ressentir actuellement notre personnage principal. Et malgré le fait de ne pas être entré dans la bataille seul, c'est bien un fort sentiment de solitude qu'il va devoir surpasser afin d'accomplir son rôle. Car on le sait depuis le début, Itadori Yuji est le rouage qui brisera l'avancée de Ryomen Sukuna.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, laisse un commentaire et abonne-toi. D'ailleurs, cette partie de la vidéo, je l'enregistre après avoir vu le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Pour le moment, ça va plutôt dans mon sens. Juste, j'avais pas prévu qu'Akutami allait être raciste. C'est un chapitre qu'on a lu en stream le vendredi à 21 h et je pense que c'est une expérience que je vais probablement répéter de plus en plus souvent. Vu qu'à cause de cette vidéo, j'ai décidé de suivre mes propres conseils et éviter d'aller sur Twitter, histoire de pas avoir des leaks en 144p tous les jeudis. Donc n'hésite pas à me suivre sur Twitch et les différents réseaux. On se retrouve pour la prochaine et j'ai toujours pas d'idée d'outro. Ok, rien que pour toi, je vais invoquer Makora pour t'aider à t'endormir. À moi les trésors sacrés. Par l'épée de Yatsuka, j'invoque Makora, le général céleste impie.